Merci. Alors ce que j'ai à vous dire est bref, donc vous allez gagner un peu de temps. Je voudrais d'abord remercier Madame Katz, Monsieur Bussel, Nicolas Roth, Jamel Bensmaïl et puis Georges André qui ont fait, je trouve, un travail absolument remarquable en organisant ces journées. J'ai voulu, entre guillemets, leur faire plaisir en vous présentant ces quelques données, mais malheureusement, vous allez voir qu'on a vraiment extrêmement peu de choses. Alors, Jean-Baptiste, tu parlais de sauter bobonne tout à l'heure. Nous y voilà. Mais vous allez voir que là, l'électricité ne va pas, a priori, révolutionner les choses et vous servir beaucoup. On va parler un peu d'érection, un peu d'éjaculation, un peu de lubrification vaginale, un peu d'orgasme, un peu de désir, mais encore une fois, c'est assez pauvre. Alors, on commence par l'érection. L'érection, vous le savez, c'est une réponse physiologique à une stimulation sexuelle qui fait intervenir des muscles, des vaisseaux au sein de la verge. Tout ça est bien sûr commandé par du système nerveux et c'est essentiellement du système nerveux autonome. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de la commande nerveuse qu'on connaît bien désormais avec une composante sympathique qui est anti-érectile et puis une composante parasympathique qui naît ici de la colonne intermédiolatéral de la moelle sacrée, les niveaux S2 à S4, avec des fibres nerveuses qui cheminent dans des nerfs, le nerf pelvien, et puis ensuite un relais ganglionnaire, et ensuite le nerf caverneux qui contrôle le tonus des fibres musculaires lisses du tissu érectile qui doivent se relâcher pour que l'érection survienne, encore une fois, en réponse à une stimulation sexuelle. Alors en théorie, c'est ce qu'on fait chez l'animal au quotidien au laboratoire, en théorie, si vous envoyez du courant chez un animal anesthésié sur ses trajets nerveux, dans le nerf pelvien, dans le nerf caverneux, vous allez provoquer une érection rigide qui, si l'animal était éveillé en présence d'une femelle réceptive, comme on dit, eh bien, pourrait permettre la copulation. Chez l'homme, évidemment, ces systèmes-là ne sont pas disponibles et on ne peut pas imaginer d'aller implanter un stimulateur électrique sur ces nerfs pour provoquer une érection. Alors la seule application chez l'homme, c'est celle dont vous a parlé Pierre Denis il y a un instant, c'est la technique développée par le génial physiologiste psychiatre anglais Brindley. C'est le fait d'implanter, cette fois-ci non pas sur des nerfs périphériques, mais sur des racines des électrodes, d'envoyer du courant à l'aide d'un stimulateur pour non seulement relâcher la vessie, mais il s'agit des mêmes nerfs, non pas des mêmes fibres nerveuses, mais des mêmes nerfs. Donc si on envoie du courant dans les racines sacrées, eh bien on va provoquer certes une contraction de la vessie, mais on va provoquer également d'autres réponses qui sont contrôlées par le système nerveux végétatif, la défécation et l'érection. Donc dans cette revue récente des quelques milliers de patients qui ont été implantés avec ce dispositif, eh bien vous voyez que lorsque les patients s'en servent en mode stimulation bien particulier pour l'érection, ils peuvent obtenir dans un nombre assez conséquent d'essais des érections. Est-ce qu'ils s'en servent pour avoir un rapport? C'est une autre question. Pierre a déjà évoqué ça. C'est sûr qu'il ne s'agit pas d'un dispositif qui est très pratique dans le contexte d'une sexualité en couple. Mais toujours est-il que, théoriquement, et pratiquement dans ce seul exemple en pratique, ça marche. Mais ça ne rend pas service au quotidien aux patients, en particulier blessés médulaires. Donc ça ne représente pas une application, on va dire, de la stimulation électrique pour améliorer la sexualité des patients blessés médulaires. Et vous savez que la grande majorité d'entre eux ont des troubles de l'érection, ont une dysfonction érectile. Que ce soit une impossibilité à obtenir une érection suffisamment rigide pour un rapport avec pénétration, ou que ce soit une érection qui ne dure pas suffisamment longtemps pour que le rapport soit satisfaisant. Bref, théoriquement, il est possible de stimuler des nerfs périphériques, mais en pratique, ça n'est pas utilisé.
Deuxième composante de la réponse sexuelle masculine, c'est l'éjaculation. Donc sur ce schéma qui peut vous paraître un petit peu compliqué, qui est de la circuiterie électrique en pratique, eh bien on a représenté ici la moelle épinière avec des segments que vous connaissez, les segments sacrés, les segments thoracolombaires, des centres dans la moelle épinière qu'on sait contrôler les différentes phases de l'éjaculation. Émission, expulsion du sperme par saccade oméa-urétrale. Donc on a des motoneurones, des neurones somatiques, donc qui sont situés dans la corne antérieure des segments sacrés de la moelle épinière, et puis des neurones parasympathiques qui contrôlent la sécrétion du sperme par les vésicules séminales et la prostate, et puis également, un peu plus haut situés dans les segments thoracolombaires, des neurones sympathiques qui contrôlent le tonus des fibres musculaires lisses du tractus séminal qui font que l'émission, donc la présence de sperme dans l'urètre prostatique avant qu'il soit expulsé, eh bien, qui font que cette émission est rendue possible. Tout ça, bien sûr, en réponse à une stimulation sexuelle. La grosse nouveauté dans la compréhension qu'on a de l'éjaculation, on a déjà parlé de ça il y a quelques années lors des entretiens de la Fondation, quand on a revu tous les aspects qui concernaient la sexualité des patients neurologiques, c'est la découverte, la mise en évidence d'un groupe de neurones dans la moelle épinière, situé dans la moelle lombaire cette fois-ci, qui correspond à une organisation du type de celle dont vous avez beaucoup entendu parler ce matin, qui est un générateur spinal. Mais là, on ne parle plus de générateur spinal de marche, on parle d'un générateur spinal qui commande l'éjaculation. Ce générateur, il est activé en réponse à des stimulations périphériques, masturbation ou rapport sexuel. Et puis, il est également, son activité, son déclenchement est facilité par des projections d'origine cérébrale. Bref, le propos ici, c'est de dire qu'il y a dans la moelle épinière un groupe d'interneurones qui est bien identifié et qui contrôle l'ensemble des événements physiologiques qui vont aboutir à ce que l'éjaculation survienne. Ça a été mis en évidence de manière extrêmement convaincante chez l'animal, chez le rat, il y a une dizaine d'années. Et puis, on a, ces dernières années, travaillé pas mal sur ce sujet et on a mis en évidence une organisation, là vous voyez ici ces interneurones qui sont chez le rat marqués par un neuromédiateur qui est la galanine. Eh bien, on a mis en évidence, et on va publier ces travaux dans un avenir très proche, chez l'homme, une organisation exactement identique. Donc on ne va pas passer trop de temps pour détailler ce travail, mais c'est mis en relation avec des données cliniques qu'on a chez les patients blessés médulaires. Donc tout colle parfaitement. Il y a également un générateur spinal d'éjaculation chez l'homme. Voilà le propos. Chez des patients blessés médulaires, et vous savez que ces patients ont un problème très fréquent qui est l'absence d'éjaculation. Ils sont anéjaculateurs dans 90% des cas, toutes lésions confondues, complètes ou incomplètes. Chez ces patients, donc, la question, c'est de restaurer l'éjaculation. Dans la mesure où on a un groupe de neurones qui contrôle l'éjaculation dans la moelle épinière, à condition que ces segments soient intacts, ce qui est assez souvent le cas, une stimulation de ces neurones permettrait très vraisemblablement de restaurer l'érection. Alors on a fait ça chez l'animal, ça marche. C'est-à-dire que lorsqu'on stimule électriquement chez l'animal anesthésié avec une électrode implantée au voisinage de ces neurones, eh bien on déclenche toute une série de réponses physiologiques qui aboutissent à l'expulsion de spermatozoïdes mobiles par l'animal anesthésié. Donc ça marche. La grosse question, c'est comment passer à l'homme. Et là, clairement, aujourd'hui, on n'a pas de solution technique. Alors c'est pour ça que l'exposé ce matin de Grégoire Courtine était particulièrement intéressant et particulièrement prometteur, puisqu'il parle d'électrodes qui sont de plus en plus sans doute implantables, non sensibles à un certain nombre de contraintes mécaniques qui peuvent peut-être rester en place longtemps. Donc clairement, on va essayer d'avancer dans cette direction pour des stimulations électriques de ces neurones chez l'homme. Là, vous voyez que ce sont des électrodes qui sont implantées dans la moelle épinière, donc on est très loin des systèmes qui ont été présentés soit par Grégoire
Poutine, soit par Jean-Baptiste Thiebaud cet après-midi pour la douleur. Mais on peut penser que peut-être, avec les progrès de la stimulation électrique, on pourrait un jour stimuler ces neurones, ces interneurones, et restaurer l'éjaculation chez le patient paraplégique. On n'en est pas encore là, mais disons que le concept, en tout cas, est sans doute valable. L'avenir, je ne sais pas bien de quoi il sera fait. On est très dépendant, là, de problèmes techniques. Le fameux Brindley, dont on vous a déjà parlé, lui, il avait proposé, là vous retrouvez ici des structures anatomiques que vous reconnaissez facilement, hein, la vessie, le rectum, la bifurcation aortique, toute l'innervation qui contrôle la contraction du tractus séminal et qui participe, en tout cas à la première phase de l'éjaculation, c'est-à-dire à l'émission, la présence de sperme dans l'urètre prostatique. Eh bien, cette innervation, elle emprunte ici ce maillage, en quelque sorte, toutes ces fibres nerveuses qu'on appelle le plexus hypogastrique supérieur. Eh bien, ce physiologiste, que je qualifie encore une fois de génial, il avait mis au point un stimulateur qui a été implanté chirurgicalement chez un certain nombre de patients. Vous le voyez représenté ici, une espèce de cuff qui délivrait du courant quand elle était reliée à un stimulateur. Eh bien, il a obtenu de cette manière-là, toujours dans ce même contexte de traumatisme médulaire, un certain nombre d'éjaculations chez les quelques patients qui avaient accepté cette implantation totalement à titre expérimental. Il y a même eu des grossesses. Ça date, vous le voyez, de la fin des années 80, sans doute du fait de la lourdeur de l'intervention. C'est quand même pas très très simple d'aller aborder ici cette région anatomique. Et puis, pour d'autres raisons, en particulier la qualité tout de même relativement médiocre du sperme ainsi recueilli, la technique n'a pas été développée plus avant. Et puis, comme disait Pierre tout à l'heure, il était assez isolé, Brindley. Il n'avait pas vraiment d'élèves et sa technique n'a pas été développée plus avant. Mais en tout cas, l'électricité était capable, à la condition de cette implantation chirurgicale, encore une fois assez lourde, de provoquer pas vraiment une éjaculation, mais en tout cas une émission de sperme qui était recueillie après et qu'on recueillait par gravité au méa de ces patients. Un tout petit mot concernant l'orgasme. Il y a eu un anesthésiste nord-américain qui a développé, alors là, Jean-Baptiste, je serais intéressé par des commentaires à ce sujet, il y a quelques années, qui a développé l'implantation d'une électrode épidurale positionnée au niveau de la vertèbre L1 pour corriger des anorgasmies, donc des absences d'orgasme, chez quelques femmes qui se plaignaient, qui étaient très demandeuses d'une prise en charge. Alors, il ne s'agit absolument pas d'une étude contrôlée. On parlait de l'effet placebo tout à l'heure. En matière de sexualité, il est particulièrement important. Mais vous voyez que les quelques patientes qui ont été implantées avec cette électrode épidurale, je ne sais pas si elles l'ont gardée longtemps, eh bien, pour celles qui se plaignaient d'absence d'orgasme, que ce soit secondaire, donc apparu au cours de la vie sexuelle, ou même primaire, eh bien, ces quelques patientes rapportaient la capacité à avoir de nouveau ou à avoir enfin des orgasmes quand l'électrode était connectée à un stimulateur. Je n'ai aucune information sur les paramètres qui étaient utilisés et il n'y a eu aucune suite à ce travail. Donc, vous voyez que les données sont quand même de qualité médiocre. Dernier propos, c'est celui qui concerne des effets secondaires sur la sexualité, à la fois chez l'homme et la femme, de la stimulation cérébrale profonde, en pratique essentiellement des noyaux subthalamiques. Je ne vous ai pas listé là les quelques... à propos d'un cas qui ont été rapportés depuis une quinzaine d'années dans ce domaine. Aujourd'hui, ça demeure parfaitement anecdotique. Et donc, on ne peut pas imaginer ou élaborer une quelconque stratégie de prise en charge de problèmes sexuels à partir de stimulation cérébrale profonde. Mais il n'est pas très surprenant que, bien sûr, qu'il n'y a pas un noyau de la sexualité dans le cerveau, mais il n'est pas très surprenant qu'en implantant des électrodes à proximité
du thalamus, par exemple, eh bien, que chez quelques patients ou chez quelques patientes, on provoque des sensations agréables, voire une inhibition, voire une hypersexualité. Tout ça a été rapporté, encore une fois, à propos de quelques très rares patients. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire. Donc vous voyez qu'il y a vraiment en pratique très peu de choses. Cela dit, il y a bien sûr un contrôle nerveux des réponses sexuelles masculines et féminines. Donc c'est une occasion de réfléchir à des applications possibles, mais à mon avis à moyen-long terme, de l'utilisation de stimulation électrique pour corriger ou restaurer des fonctions sexuelles déficientes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Et donc, certainement, je voulais vous passer la parole dès le départ. Un nombre des patients qu'on a implantés décrivent dans les paresthésies des paresthésies qui sont... Là, tu parles de stimulation médulaire. Médulaire, d'accord. Puisque là, tu parlais au départ de stimulation médulaire. Donc, il y en a un certain nombre qui disent qu'ils ont des sensations sexuelles qui ne sont pas désagréables, équivalentes à n'importe quelle stimulation qu'il pourrait y avoir dans la sphère génitale. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui disent que ce n'est pas désagréable. Ça, c'est voilà. Stuart Melloy. Hein. Ouais. Il a breveté d'ailleurs son électrode pour le traitement de l'anorgasmie chez la femme. Ouais. Bon, voilà. C'est resté vraiment anecdotique. Je crois que c'est mieux, un homme et une femme, c'est mieux qu'une électrode. Qu'un coup de courant, oui, ça, par contre, je suis assez d'accord. Par contre, je vous rappelle que les premières stimulations cérébrales décrites par Is, je crois, dans les années 55, chez le rat, c'était un orgasme qui déclenchait. C'était des stimulations hypothalamiques et il déclenchait un orgasme. Et donc, en fait, il y avait vraiment, très probablement, à partir de l'hypothalamus, une stimulation du noyau incumbens, et donc un phénomène comme si c'était une drogue, quoi. Parce qu'il y a un moment donné où ça devient obsessionnel. Là, et aujourd'hui, il y a des travaux très importants sur l'obésité, donc la faim, et pourquoi pas un jour sur les problèmes sexuels. Ceci dit, quelle est la différence de plaisir qu'il y a entre un orgasme et manger une crème au chocolat? Voilà une chose qui ne serait pas inintéressante à étudier. Alors, le rapport entre l'orgasme et la crème au chocolat, je te laisse continuer sur cette voie. Le seul propos, c'est, tu as parfaitement raison concernant tous les travaux chez l'animal. Là, je vous en ai fait grâce, mais au laboratoire, ça fait 20 ans qu'on implante des électrodes, qu'on provoque des érections, qu'on provoque des éjaculations, qu'on provoque une augmentation de la lubrification vaginale, voire une érection du clitoris chez la rate. On arrive même à faire ça. Donc tout ça, on sait faire. En pratique, ça n'a aucune application chez l'homme, donc je vous en ai fait grâce et c'est pas le propos des entretiens. Mais bien sûr qu'on a identifié dans le cerveau tout un tas de structures anatomiques. Encore une fois, il n'y a pas un noyau de l'érection, un noyau de l'éjaculation, un noyau de l'orgasme, mais tout un tas de structures qui sont impliquées dans la réponse sexuelle, qu'elle soit mâle ou femelle, quand on parle de l'animal. Et là où tu as également parfaitement raison, c'est qu'il y a bien sûr un rôle très important de tous les circuits qui ont à voir avec la récompense, hein, les circuits dopaminergiques. Et là aussi, on sait qu'en lésant telle ou telle lésion chez l'animal ou en les stimulant de façon répétée, on peut totalement modifier en plus ou en moins le comportement sexuel de l'animal. Donc tout ça, bien sûr. Mais là, on est très très loin des applications humaines et c'est pas le cadre des entretiens.